Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma. Après 18 heures de pause, nous revoilà pour parler de films, des films qui sont sortis en novembre. Au programme aujourd'hui, La Substance, le Gladiator 2, La plus précieuse des marchandises et pour finir, En fanfare. Mais juste avant ça, on commence par notre rubrique que vous attendez tous et que vous adorez tous et toutes, le fameux quiz. Comment ça va l'équipe ? Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est chaud ? Ouais, ça va super. Eh ben, on est parti pour le quiz d'abord. Alors, sachez que c'est l'avant-dernière étape de notre concours de quiz. Donc, suite au mois prochain, on aura un gagnant ou une gagnante. Donc là, c'est un peu l'une des dernières chances pour se rattraper et puis prendre la tête du classement. On commence avec la première question. Christopher Nolan, en interview, a dit ce mois-ci quel était son film préféré de l'année 2024. Je vous laisse faire des propositions pêle-mêle. Emilia Pérez. Non. Sans jamais nous connaître. Non. Juré numéro 2. Non. Le robot sauvage. Non. Flo le chat. Flo. Non. C'est un gros... Enfin, ça a été une grosse sortie. Oui. C'est pas The Substance. C'est pas de substance. Anora. Non. Alors, je vais vous donner un petit indice avant de vous donner un gros indice. Il faut savoir que Christopher Nolan est fan de la saga Fast and Furious. Donc, c'est pour vous donner un peu un ordre de grandeur de ces Bike goûts de Riders. films. Non. Le truc sur l'Amérique là. Civil War. Non. Non, mais Drive Away Doll. non, mais l'aspect Fast and Furious, c'est juste en gros, pour vous dire qu'il aime les gros blockbusters un peu d'action, quoi. The Fall Guy. Gladiator. Bravo, Snéha, c'est une excellente réponse. En effet, il a dit que c'était le meilleur film de l'année 2024, Gladiator 2. C'est fou que ça soit toi qui aies deviné. Christopher, c'est chaud. On va pas spoiler nos avis sur Gladiator 2, mais on n'est pas forcément tous d'accord avec cet avis, Chris. Mais mais on te laisse juge de tes goûts et de tes avis. Ok, très bien. On continue sur Gladiator 2 avec la fameuse question du juste prix. Combien a coûté Gladiator 2 à faire ? Je vous laisse chacun faire à votre tour une proposition de prix et celui qui est le plus proche gagne. 150 millions. 250 millions. 200 millions. J'ai l'impression qu'elle a triché aujourd'hui tellement elle cartonne. C'est Snéha qui a la bonne réponse. Ça a coûté 310 millions de dollars américains. Et donc, en effet, avec 250 millions, t'es la plus proche. Bravo. C'est un deuxième point. Non mais je vois, en fait, je sais reconnaître qu'un bon film, en fait, il y a du budget. Sa carrière de productrice depuis 20 ans lui permet d'assez bien chiffrer les nécessités d'un tournage. Donc ouais, en effet, c'est un film qui a coûté méga cher quand même. Et en fait, il a cartonné dans les entrées, mais en fait, il n'est pas forcément dans ses frais. J'ai plus en tête l'actualisation, mais en fait, il n'est pas forcément rentable, malgré avoir fait des grosses entrées. Et allez, j'avais une dernière question en stock sur la plus précieuse des marchandises. Alors, pour préparer le tournage, Michel Hazanavicius a fait un truc très particulier en termes de tournage, donc en termes de préparation du film. Quoi donc ? Je vous laisse faire des propositions et je fais des indices parce que la réponse est assez large. Est-ce qu'il a fait tourner des acteurs pour après dessiner Oh, c'est incroyable. Incroyable, c'est l'excellente bonne réponse, exactement. Ils avaient fait ça dans les hirondelles de Kaboul. Il a fait tourner des vrais acteurs dans un théâtre, du coup avec un décor resserré, pour après derrière faire les dessins. En effet. Bravo Nina. Ouf, une bonne réponse. Bravo à tous et à toutes, vous avez cartonné aujourd'hui. C'est parfait. On se donne rendez-vous pour la dernière étape pour le mois de décembre, qui sera la dernière épreuve de cette saison et qui couronnera le gagnant ou la gagnante du concours de quiz d'After Cinéma. Et peut-être qu'il y aura une surprise pour le gagnant ou la gagnante. Ouais, c'est ça, tu nous as toujours pas dit ce qu'on gagnait. Écoutez, gagnez déjà. Et on verra après. Est-ce que ce sera une Chaque casquette chose en son MK2 temps. Allez, trêve de plaisanterie. Je suis en roue libre. On va passer aux critiques des films. Et donc, on passe avec le premier film qui fait mal. C'est The Substance par Coralie Farja. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Vous devriez essayer ce nouveau produit, The Substance. Il a changé ma vie. Il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite.
Respectez les instructions. Vous activez une seule fois, vous stabilisez chaque jour, vous permutez tous les 7 jours sans exception. Il suffit de partager le temps. C'est si simple. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Voilà pour ce résumé de The Substance. Est-ce une pub, est-ce un film ? Exactement. Mais ça va. Est-ce que tu dis ça va avec mon premier avis sur le film, c'est est-ce une pub ou est-ce un film ? La question, elle mérite d'être posée selon moi parce que ce film, il m'a impressionné par sa beauté. Comme un clip en fait, comme un clip qui dure 3 minutes mais en fait qui dure 2h15. J'ai été frappé par les couleurs qui étaient vraiment, j'ai trouvé très belles, qui dans cette ville de Los Angeles magnifique rendent à merveille. Enfin, j'imagine que c'est une ville un peu inspirée de Los Angeles. Il y a un effet un peu rétro au film, un peu flashy, que j'ai vraiment aimé. Enfin bref, toute cette beauté, je trouve qu'elle a servi le film et c'est moi ça que je retiens le plus en sortant du film et pas tout le gore et tout le trash, j'allais dire, mais je sais pas ce que ça veut dire, mais tout le gore en tout cas du film. Et le second truc qui m'a marqué dans ce film, c'est le concept. J'ai vraiment adoré ce concept de la substance, du truc, d'un truc un peu science-fiction qui te dédouble. Moi, souvent, j'aime bien les films un peu où t'es dans le monde réel, mais t'as un truc de science-fiction qui n'est pas vrai, mais mais tout est fait pour que tu y crois et pour que ça fonctionne même dans le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que j'adore ce genre de choses et que c'est pour ça que j'ai adoré ce concept. Et ensuite, l'interprétation des acteurs et surtout des 2 actrices principales qui sont géniales. Enfin, Margaret Qualley, on le répétera jamais assez, mais c'est une actrice de génie et elle le montre de plus en plus. D'ailleurs, ce film me faisait un peu penser au film avec Jesse Pinkman, là, Kind of Kindness, un peu dans les couleurs et presque les couleurs, et ça me faisait un peu revivre ce film. Et j'ai bien aimé je trouve que ces actrices-là, elles vont bien dans ces couleurs-là, et je trouve que voilà, le film, tout est un peu en symbiose et tout tourne autour d'un soleil magnifique qui rayonne autour de ce film. Et ensuite, dernière chose que j'ai adoré quand on a vu ce film, c'est qu'on a vu dans ce film dans une sacrée ambiance, et pour moi, ça, c'est des choses qui comptent. On l'a vu, du coup, c'était peut-être pas c'était le jour de la sortie. Non, c'était un peu après. C'était un peu après, mais pourtant, c'était un soir au hall, salle comble. Et franchement, pour moi, les moments comme ça, j'étais excité comme un gosse. J'avais l'impression que j'allais avec mes potes en 3e au CGR de Pau et qu'on allait voir un film qui fait peur, tu vois. Et franchement, j'ai adoré ce sentiment, j'ai adoré ça. Et pour moi, c'est c'est aussi ça, mon interprétation des films. C'est que j'étais dans un mood où je pouvais j'allais dire adorer, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas adoré, mais j'ai beaucoup aimé. Parce que forcément, si je devrais dire un truc de négatif, c'est que moi, du coup, les films qui font peur, j'aime pas du tout. Et les films, du coup, qui sont gore, c'est pas du tout les films que j'ai l'habitude de regarder. Moi, je connais pas du tout cet univers-là. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand ça devient un peu trop... Enfin, ça devient extrêmement gore et extrêmement trash, là, effectivement, ça me sort un peu du film. Et moi, j'aime bien ces sentiments, ça me fait peur. Et j'aime pas trop avoir peur. Mais là, vu qu'il y avait l'ambiance, comme je le disais, et voilà, c'était un tout qui m'a fait quand même ressentir plein de choses au niveau de la beauté, mais au niveau aussi de mes sentiments. Et donc, vraiment, j'ai vraiment bien aimé le film et je suis vraiment hyper content de l'avoir vu. Et j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais peur de pas aimer ou que ça soit trop, et finalement j'ai vraiment bien aimé. Donc vraiment, pour moi, c'était une bonne surprise, le meilleur film que j'ai vu en novembre. Voilà. Moi, je suis un peu étonnée d'entendre ton avis. Enfin, j'avais pas du tout compris que t'avais autant aimé. Et du coup, c'est cool. Alors okay. Moi, du coup, je prends la parole parce que j'essaye de me faire le pendant négatif de Gaspard. Moi, c'est un des pires films de l'année, je pense. Ah ouais. Ah ouais, là, on parle en année pour moi. Parce qu'on parle en décennies. Je pense vraiment. Et pourtant, vraiment, en plus, j'aimais bien le concept de départ. Enfin, j'adorais le concept du film. Si je me trompe pas, vous me dites. Je crois que ça a eu le prix du meilleur scénario quand même. Tout à fait, à Cannes. Ouais. Donc, je m'attendais quand même un peu, même au niveau de l'intrigue, à un truc vraiment travaillé entre le concept et ce prix.
Et en fait, moi, l'histoire, elle m'a hyper déçue. J'ai trouvé que le message était un peu cliché. Et en plus, j'ai trouvé que en fait, c'était hyper gore. Et autant que je pensais ne pas être si sensible au gore, on m'avait dit c'est un peu dans la veine Titane et tout. J'ai trouvé que c'était 1000 fois plus gore que Titane. Et j'ai trouvé ça franchement un peu insoutenable, une envie de vomir qui arrive quand même assez tôt. Et puis rien de très profond, rien de très... Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça très, très intéressant. Après, j'adore Margaret Qualley. Oui, il y avait quelques trucs, mais vraiment, j'ai passé un très mauvais moment. Enfin, je me suis vraiment dit, il faudrait peut-être que je sorte. Enfin, et ça m'arrive quand même pas souvent. Non, mais c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, moi, ce que j'ai retenu, c'est la beauté plastique, et toi, tu dis que ça va avec le fait que c'est pas très profond, au final. Passer 2h20 à regarder un clip, c'est vrai que c'est pas mon, mais c'est pas mon truc, quoi. Je suis d'accord avec toi. Moi là-dessus justement, c'est un peu mon avis sur le film, il a assez évolué parce qu'en fait au début je me disais, j'étais très perplexe justement pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire de me dire c'est pas très profond, on reste un peu très en surface du sujet. Mais après coup, en y réfléchissant, je me suis dit, en fait, c'est pas forcément ça le projet du film, c'est-à-dire de me parler en profondeur du sujet, mais plutôt de me le faire ressentir, c'est-à-dire de me faire ressentir la monstruosité des dictats de beauté, de montrer la violence que ça représente, et que tu sois un homme ou une femme, d'être en mesure de vraiment ressentir ce que c'est. Et là-dessus, je trouve que l'expérience fonctionne hyper bien. Après, j'ai pas un ressenti, pardon, je suis pas une femme, donc j'ai pas forcément un regard de me dire est-ce que les sensations qu'elle dépeint, la violence qu'elle dépeint est fidèle à la réalité ou est-ce qu'elle est extrapolée. Mais en tout cas, je me suis dit que dans cette expérience de me dire la monstruosité qu'on essaye de cacher, la violence entre les femmes, parce que du coup, sans trop en dire, mais entre Demi Moore et Margaret Qualley, il y a cette rivalité féminine où on se tire dans les pattes, on se rabaisse, indépendamment même de l'influence directe d'un homme, mais plutôt l'influence plus non pas atmosphérique, mais autour des dictates un peu de beauté établis. Je me suis dit que sur ce projet-là, ça fonctionne plutôt bien, parce qu'en fait, le film tabasse vraiment, choque, traumatise sur cet aspect-là, et je me suis dit que du coup, c'est un parti pris et une manière de parler du sujet, de se dire je vais pas forcément vous en parler en profondeur, avoir des positions fines à vous partager, mais je vais vous montrer le ressenti. Et je vais vous faire une expérience sensorielle de 2h20 où vous allez vraiment ressortir amoché et affaibli. Et là-dessus, je trouve que ça marche bien. Et avec le recul, maintenant, j'apprécie vraiment. Et pourtant, ça je l'ai pas dit en intro, mais moi, comme Gaspard, j'aime pas trop le cinéma de genre. J'ai vraiment du mal, à part Jordan Peele, que vraiment j'adore énormément. Et à l'intérieur du cinéma de genre, encore plus la body horror. Ça, c'est vraiment ma kryptonite. Tous les films de David Cronenberg, des trucs comme ça, moi, c'est physiquement impossible pour moi. Donc là, c'était vraiment pour le podcast d'aller faire l'effort. Mais en même temps, je ressors quand même comme une bonne expérience du coup sensorielle et de la manière dont j'ai vécu cette séance, quoi. Moi je suis grave d'accord avec Gaz sur le côté, j'adore le côté un peu bling bling, un peu saturé de l'image, un peu comme dans Barbie. C'est des images qui me plaisent. J'aime bien le travail sur le son, je trouve. Je me souviens de la scène où il est en train de manger ses crevettes là quand même, il y a un travail sur le détail du son qui est fou, et qui du coup dès le départ te met dans un truc où t'es quand même un peu en alerte. Voilà, donc je trouve que tout le travail sur l'essence il est stylé, et pareil, je suis d'accord avec toi sur le fait que parler des dictates de beauté sous l'angle de l'horreur, ça me paraît pertinent comme manière de faire. Après, je rejoins complètement Nina sur le côté. Je trouve que au-delà du concept, en fait, elle dit quand même pas grand-chose de ce sujet, que c'est hyper plat et que finalement, t'en ressors avec pas une grande réflexion. Les personnages, ils sont complètement pris dans le fait de vouloir respecter à tout prix ces dictates, et du coup ils ont aucune forme de recul ou de critique sur ce qui se passe. T'as l'impression que les filles sont complètement je sais pas dans la matrice, quoi. Ouais, et sans aucun, et du coup elles sont, je trouve,
désincarnée et plus du tout intelligente. Et du coup, je trouve que des fois, en fait, elle dessert un peu son propos et qu'à la fin, ça devient tellement violent que moi j'ai arrêté de regarder le film à la fin. Enfin, je rigolais, en fait, j'étais plus dans le truc parce que c'était trop. Et du coup, j'avais l'impression qu'à la fin, c'était un truc un peu de vengeance en mode bah voilà ce que vous faites aux femmes et je vous en mets plein la gueule. Et que finalement, bah ça finissait par il y avait plus rien qui rentrait pour moi comme message. Et donc, je trouvais que c'était dommage. Voilà. Et moi, je trouve que la fin, effectivement, elle fait rire tout le monde. C'est grotesque et c'est genre le truc du sang qui atterrit sur les gens, sur la scène, enfin dans les spectateurs. Je trouve que c'est drôle et que j'ai l'impression que c'est fait quand même pour être drôle. Tu vois, c'est pas. J'ai l'impression qu'il y a à la fin que c'est fait pour être drôle quand même. Attention, quand c'est grotesque à ce point-là, forcément qu'il y a du rire gêné tout au long de la séance, de toute manière. Enfin, il y a du mélange d'horreur, de dégoût, de rire gêné, de malaise. Mais je trouve que c'est un peu tout ça, c'est tout ce qu'elle. Je pense que c'est toute l'expérience qu'elle veut faire vivre au spectateur, c'est ça. Là où le débat peut-être se situe, c'est plutôt si tu veux dénoncer ce sujet-là, des dictats de beauté, de la date de péremption qu'on met sur les femmes, bah moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est plutôt est-ce qu'il vaut mieux en parler de manière fine, avec un vrai propos de fond que tu essaimes tout au long d'un film, ou est-ce qu'il vaut mieux asséner le message assez violemment, même si ça sera peu de finesse, mais que les gens ouvrent les yeux par la violence et le côté très outrancier du film. Enfin, et j'ai pas la réponse là-dessus, sur qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour passer un message. Bah, moi, je suis d'accord avec Gaz que sur le côté sensation, il y a un truc qui te marque de ce film et quand même, malgré tout, qui te laisse un truc que tu as envie ou pas. Après, je trouve qu'en tant que femme, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Nina, c'est quand même des sujets qui sont très présents dans la société depuis très longtemps, qu'on pense depuis très longtemps. Et je trouve qu'en tant que femme, ce film ne nous a pas servi, en fait. Je trouve que c'est un message qui est extrêmement superficiel et naïf et que ça n'apporte rien à la cause, quoi. Oui, c'est ça. Et je vois pas trop ce que ça peut venir réveiller chez quelqu'un. Bah, moi, je me disais potentiellement que quelqu'un de pas forcément sensible sur la question, ou même quelqu'un de sensible sur la question, qu'il ait cette possibilité de le vivre pendant 2h20, vivre cette violence, quel qu'il soit. En fait, pour filer un peu cet effet-là, je trouve que c'est un peu le même effet qu'un film comme Get Out, par exemple, le cinéma de Jordan Peele que je mentionnais tout à l'heure, où en fait, tu peux être blanc, noir, arabe ou autre. En fait, pendant ce film-là, avec l'horreur que tu vas voir à l'écran, tu vas vivre ce que vit un Afro-Américain aux États-Unis et tu vas comprendre l'horreur. Et genre, par exemple, à la fin de Get Out, quand la police arrive et que tu comprends que c'est encore une menace et que c'est pas l'issue heureuse du film forcément, en fait, tu le comprends parce qu'en fait, pendant 2 heures, tu as vécu l'expérience d'être un Afro-Américain aux États-Unis. Et du coup, je me pose la question de est-ce que cette manière de faire et qu'une personne qui comprend pas forcément ces sujets-là, ou même en fait tous les hommes, par exemple, est-ce qu'au sortir de la séance, on comprend mieux ce que c'est la violence des dictats de beauté et de ce que ça représente, quoi. Je sais pas. Je pense que c'est qu'aujourd'hui, étant donné que la société a fait un peu des progrès malgré qu'ils soient maigres, je pense que c'est plus fin que ce qu'elle a voulu nous montrer être une femme aujourd'hui et que c'est pas une violence aussi crue de t'as 50 ans, t'as plus de taf et tu plais à plus personne et que en fait la réalité est plus celle-là même si elle peut être différemment violente, mais voilà. Donc je sais pas si c'est très représentatif de ce que peut vivre une femme aujourd'hui, à mon sens. Et si ça vous va, on conclura là-dessus. En tout cas, vous voyez que le film suscite des réactions et des débats. Donc déjà, au moins, il y a un effet avec ce film-là. Et puis, on vous laisse vous faire votre avis et le découvrir plutôt en salle, d'ailleurs, si vous avez encore la possibilité, que dans son salon. Et si c'est bon pour vous, on passe au deuxième film. Et là, cette fois, on remonte dans le temps et on va dans la Rome antique. It is an art, choosing gladiators. They're usually prisoners of war. I claim this city for the glory of Rome. You have something in you. Rage. Never let it go. It will carry you. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle,
Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. Force et honneur. Donc c'est moi qui vais commencer sur ce film. Alors moi j'avais pas vu Gladiator 1. Je serais curieuse d'avoir vos avis si vous avez vu le 1, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils avaient adoré le 1 et beaucoup moins le 2. Moi j'avoue que j'y suis allée un peu à reculons. Et finalement, j'ai passé vraiment un bon moment. Snare vous dirait que c'était mon film préféré de l'année 2024, comme Christopher Nolan, ce qui n'est pas le cas, en l'occurrence. Mais j'ai trouvé ça hyper divertissant. Et j'ai vraiment passé un bon moment, même si j'entends qu'il y a plein de trucs un peu clichés, un peu... je sais pas, un peu... Ouais, c'est enfin, moi, ça m'a pas mal rappelé Game of Thrones. Je me suis dit, les aficionados de Game of Thrones, je pense, pourront... aimer Gladiator, enfin c'est beaucoup de guerre et tout, mais c'est quand même vraiment des beaux décors. Et Paul Mescal, moi je suis pas du tout une fan absolue de Paul Mescal, et dans ce rôle j'ai trouvé super. J'ai bien aimé, je crois, le voir dans un autre rôle que le mec très doux, très faillible. Là il était un peu dans un autre registre et je trouvais ça cool, et j'ai trouvé Pedro Pascal super. Voilà, à part Snea qui m'a un peu gâché ma séance, je dirais que tout s'est bien passé. Je pense qu'on n'a jamais été aussi peu en accord sur un film. Mais je voyais que tous les points que tu évoquais, Ne vous battez pas. Hein. Tout d'accord. Je pense qu'en vrai, sincèrement, je suis passée à côté du film. Peut-être que j'avais trop envie d'embêter Nina pendant la séance, mais j'ai trouvé Paul Mescal, j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout à la hauteur de la grandiloquence du rôle et de l'héroïsme du rôle, et que en fait voilà, je le trouvais hyper mou, un peu dépressif, et du coup il m'emportait vraiment pas du tout. J'ai trouvé qu'il y avait trop d'effets de synthèse et trop d'effets numériques, et du coup à chaque fois j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo, enfin surtout sur les scènes de combat. En fait franchement j'avais envie de rire un peu. Et puis il y avait beaucoup de scènes de combat, je savais jamais trop à quoi elles servaient, finalement ça faisait pas trop avancer le scénario. Et en plus, j'avoue qu'un truc qui est pas du fait de Ridley Scott, c'est que j'aime pas trop à la base les films de combat. Donc il faut derrière qu'il y ait quand même un scénario et des liens entre les personnages qui m'emportent un peu, parce que sinon c'est pas trop mon truc. Donc voilà, franchement j'ai vraiment pas aimé. J'essaie de trouver des points positifs, mais la BO est pas mal, mais c'est la BO du premier film. Mais bon, elle est pas mal. Enfin, c'est pas totalement la BO du premier film. C'est justement, la BO est pas terrible, donc ils reprennent des morceaux du premier film pour les moments où ils essayent d'être épiques. Je crois que Gaspard, t'as partagé son ennui. Ouais, je trouve que Snea est dans le vrai. Je trouve qu'elle parle le vrai français, donc je trouvais ce film également affligeant. Moi, j'ai trouvé Paul Mescal tout à fait à la hauteur de ce film affligeant. Non, mais je suis pas rentré, et je suis très content d'être resté sur la porte, parce que vraiment tout ce que j'ai vu, ça m'a pas donné envie. Et pour moi, le pire, c'était les moments noir et blanc où il voit la mort et il voit sa femme se faire emporter sur le radeau. Enfin, et ça, pour moi, c'est trop tôt. Et c'était vraiment ça, le non-retour. Et pourtant, c'était bientôt dans le film. Et ouais, moi, j'avais adoré le 1. Franchement, c'est un classique pour moi. Et j'étais vraiment extrêmement déçu. Et des scènes de baston, je trouve que tout est nul. Je trouve que les deux empereurs, c'est cliché. Je trouve que ils sont maléfiques, mais en carton. Enfin, je sais pas. Et l'acteur là, la star là, Denzel Washington, qui est un peu le grand Manitou derrière les empereurs. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Et puis ce fils, en fait, sorti de nulle part, il vient d'un autre territoire. Et il a été caché là quand il était petit. Enfin, j'y croyais pas du tout. Donc tant sur la forme que sur le fond, je suis vraiment resté sur le trottoir d'en face, quoi. Ouais. Bah, peut-être je peux enchaîner du coup. Bah oui, parce que du coup il reste que moi. Du coup, en introduction, j'aimerais dire que j'adore le premier. Et d'ailleurs, je fais une dédicace à mon père parce que c'est son film préféré, Gladiator 1. Et donc déjà pour commencer, donc pour me positionner, moi je suis plutôt des gens assez mitigés sur le film. Je pense que je suis pas forcément aussi négatif que vous, mais je suis quand même très déçu.
et notamment encore plus en comparaison du premier. Déjà, je trouve que la comparaison entre le premier et le deuxième, c'est quand même un bon témoin de genre la déliquescence à la fois du cinéma d'action américain, ou genre en mode le blockbuster qui réunit les gens, c'était Gladiator 1 à l'époque, et genre aujourd'hui maintenant c'est genre ça le niveau, donc c'est quand même assez inquiétant. Et pareil pour Ridley Scott aussi, genre en termes de réalisation, c'est le bas blesse quoi. Enfin, je suis hyper d'accord sur les effets numériques, c'est hyper mal géré, genre vraiment hyper mal géré. La direction d'acteur, c'est très compliqué. Enfin, je trouve que Paul Mescal, en fait, j'adore cet acteur, j'adore vraiment. Mais j'ai l'impression qu'il a ramené son personnage de Normal People dans la Rome antique. Et alors que, en fait, j'ai l'impression que dans son registre, il essaye de faire Russell Crowe dans le 1, c'est-à-dire un personnage dur, très viril, très épique, mais sauf que dans ses expressions, tu ressens la mélancolie, la tristesse de Normal People, quoi. Et donc ça fonctionne pas pour moi. Et après, donc, pardon, c'est même pas les points principaux où j'ai vraiment du mal avec le film. En fait, le principal point où moi je trouve que le film échoue, c'est l'aspect épique. Le 1, la grande force du film, c'est l'épique. C'est l'épique dans le film. Il y a des grandes scènes cultes autour du film. La scène où il dit est-ce que vous n'êtes pas divertis et qu'il lance les armes. Le moment où il dit je suis Maximus Decimus Meridius, voilà, et qu'il annonce qu'il aura cette vengeance dans cette vie ou la prochaine. Voilà, c'est des scènes légendaires. Et notamment servies par la musique légendaire d'Hans Zimmer. Et là, dans le film, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les moments d'épique qu'il essaye de créer dans le Colisée, ça ne fonctionne pas pour moi. La scène des bateaux, là, où il met plein gaz pour essayer de faire un truc épique, moi, je passe complètement à côté. Et même la musique, elle est fade. Et du coup, l'aveu d'échec, c'est qu'il finit par faire revenir les thèmes du film premier. Parce que je pense qu'il a conscience que les nouvelles sont pas forcément top. Et que du coup, pour son final, il se dit non, là, je veux pas déconner, je vais ramener Hans Zimmer, la musique d'Hans Zimmer. Donc, je trouve que c'est un énorme constat d'échec. Et peut-être que si le film prétendait pas être la suite de Gladiator, j'aurais été un peu plus indulgent. Mais là, s'inscrire dans cette saga-là, essayer de reproduire les effets du 1, sachant qu'en plus, ça je le dis pas, mais au niveau du scénario, on essaye quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup pompé sur le premier. C'est la même chose. À un niveau assez indécent. Mais sauf que cette fois, genre, il se prend les pieds dans le tapis. Et en plus, j'ai l'impression qu'il fait un peu deux films à la fois. C'est-à-dire qu'il a envie de faire un film de complot politique au niveau de l'empereur. Mais en même temps, vu que le film est financé en tant que suite de Gladiator, il est un peu prisonnier du Colisée. Donc, il faut que le scénario avance par le Colisée. Donc, il faut trouver des prétextes pour ramener des combats dans le Colisée. Non, en fait, j'ai dit que j'étais mitigé au début. Non, en fait, j'ai pas aimé le film, pardon. T'as pas l'air mitigé. Hein. Ouais. Non, mais parce que je dis mitigé parce qu'en fait, ça reste quand même divertissant. Genre, j'étais quand même au départ et pendant le film, j'avais quand même une satisfaction de revenir dans cet univers-là, de revoir un peu certains éléments, de quelques traces du premier. Il y a une scène où on a un flashback du premier, malheureusement, désolé, mais mon extrait préféré, c'est peut-être un extrait du film d'avant, mais bon. Mais bon, voilà, il y a la nostalgie qui parle aussi, voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Gladiator ? Est-ce que tu veux le défendre, Nina ? En vrai, je tenais pas tant à le défendre. Genre, j'entends tout ce que vous dites. Après, je trouve ça divertissant. Et moi, j'y allais juste pour être divertie. Ouais. Et j'ai eu ce que j'avais. Ce que j'attendais, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pas été particulièrement déçue. Et voilà. Mais parce que, en fait, moi, par exemple, Snéha, j'ai vu qu'elle s'était ennuyée. Ouais. Et donc, c'est là où je pense, pour le coup, on avait vraiment une différence de ressenti. Tellement désolée. Ouais. Mais là, sur ce point-là, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est-à-dire que sur la promesse de départ de dire on va faire un divertissement, en vrai, je trouve pas qu'on s'ennuie devant le film. Moi, je m'ennuie pas, par exemple. Mais je trouve ça bien qu'on soit en désaccord. Après, là, je suis en désaccord avec vous sur ce film, sur The Substance, donc ça commence à m'inquiéter. Je marche seul. Mais ça va aller. Allez, on garde le moral et si c'est bon pour vous, on va passer au troisième film. Je crois que sur celui-là, on va être un peu plus aligné. On passe sur la plus précieuse des marchandises. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour... Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère, et partout autour d'eux la guerre, leur rendaient la vie bien difficile. Un jour, pauvre bûcheronne accueille un bébé.
un bébé, jeté d'un des nombreux trains qui traversent sans cesse leur bois. Protégé quoi qu'il en coûte, ce bébé, cette petite marchandise va bouleverser la vie de cette femme, de son mari et de tous ceux qui vont croiser son destin, jusqu'à l'homme qui l'a jeté du train. Leur histoire va révéler le pire comme le meilleur du cœur des hommes. Donc, je vais commencer par parler un peu du film. Alors, moi, j'avais une flemme monumentale d'aller voir ce film. C'est un peu le livre que tu as sur ta commode, que ta daronne a offert, et elle te demande tous les jours si tu l'as lu ou pas, et tu te dis à un moment, il va falloir que je l'ouvre. Donc, j'y suis allée à reculons, et en fait, j'ai vraiment adoré. Et c'était une très belle surprise pour plein de raisons. La première, c'est que je trouve qu'il y a un aspect un peu conte que j'ai beaucoup aimé. Je suis vraiment très vite rentrée dedans. Et qu'en même temps, il y a un aspect il y a un truc entre réalité et fiction que moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la voix des personnages. Je trouve qu'ils ont choisi des mecs de la comédie française, mais qui ont une voix hyper reconnaissable. Et du coup, ça caractérise hyper bien et ça anime hyper bien les personnages. Je trouve qu'il y a un travail de graphique qui est très beau aussi. Il y a un truc dans le blanc-gris en permanence et avec une représentation. Enfin, j'avais l'impression que la météo était toujours hyper bien représentée, que quand il neigeait, j'avais l'impression d'avoir froid dans la salle. Enfin, que quand il y avait un soleil là sur les camps de concentration qui arrivent, j'avais cette espèce de truc d'hiver où genre il fait très froid, mais qu'en même temps il y a du soleil. Enfin, je sais pas comment dire. Je trouvais que c'était hyper bien fait. Les émotions aussi sur les visages étaient hyper bien retranscrites. Donc voilà, et en fait, ce que j'ai le plus aimé dans le film, dans l'animé, c'est que au départ, je comprenais pas très bien où ça allait, parce que j'avais pas lu le résumé, et en fait, je comprenais pas très bien ce truc de train. Et d'enfants qui tombent du train un peu naïvement en fait, et du coup c'est venu me chercher, ce truc de la Shoah, mais abordé très subtilement, en tout cas pour moi, vu que j'avais pas très bien, j'ai mis du temps à comprendre, et du coup finalement ça a fini par me toucher beaucoup plus que ce que j'avais imaginé, parce que je me suis un peu laissée que la réalité d'un truc d'histoire qui s'est passé abordé dans ce conte-là, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé, et donc ça a fini par vraiment me toucher, notamment une scène où le père, alerte spoil dès le début quoi, désolé, mais le père jette son enfant, et en fait après la mère lui fait la gueule, et ils se séparent sur le quai du train, où j'ai été hyper bouleversée. Et voilà. Et du coup, franchement, j'ai trouvé que pour ces petits trucs d'animation qui payaient pas de mine, ça m'avait vraiment touchée, et ça m'était resté quoi. Je sens que je suis la seule à avoir été emballée. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que je trouve que les graphismes sont vraiment pertinents, et ils fonctionnent très bien. Et je trouve que le film, il est très beau, et ça fait beaucoup ressentir des émotions. Et l'histoire, elle est super. Pareil, moi, je me suis fait surprendre par cette réalité qui arrive dans cette fiction, et j'ai bien aimé me faire prendre comme ça. Après, tous ces bons éléments mis bout à bout, j'ai pas été marqué par ce film. Après, je vois peu de films comme ça, mais en même temps, ça me marque peu, malgré le fait que je sois d'accord avec tous les bons points que tu dises. Donc voilà, moi j'en suis ressorti de la même façon que j'étais rentré, quoi. Donc bon, voilà. Bah là, je suis assez alignée avec ce que vient de dire Gaspard. En fait, et en fait, c'était bien d'entendre tes arguments au début, parce qu'en fait, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et c'est vrai que ça m'a fait quand même me dire, bah oui, c'est vrai que c'est quand même très sensoriel, c'est bien dessiné, que l'histoire, elle est amenée de manière assez poétique et touchante. Genre moi, au début, par exemple, quand il parlait des sans cœurs, je comprenais pas de quoi il parlait, et tu le comprends, genre doucement, subtilement. Donc je trouve qu'en ça, je suis d'accord avec toi que c'est un beau et bon film. Mais c'est vrai qu'en fait, je suis un peu passée à côté dans l'émotion. Je pense que j'ai pas été hyper touchée. Et notamment parce que je pense, des fois, j'ai trouvé ça un peu froid. Tu vois, par exemple, quand... pareil, on va faire une alerte spoil, mais la mienne, je crois qu'elle est encore plus forte là. Quand le bûcheron meurt,
il n'y a pas de sort qui est fait de ça. Parce que, en fait, ça va vite dans le temps. Et pareil, quand l'autre monsieur meurt, bon là j'ai spoilé tout le film, il n'y a aucun sort qui est fait de ça. On a du mal à voir comment elle est affectée, elle. On a du mal à voir comment les personnages sont affectés. Et du coup, je pense qu'il y a des moments où je trouvais ça un peu froid et un peu linéaire. Et j'avais un peu du mal à vraiment être émue. Voilà. Walid, comment as-tu pensé ? Alors, comment je me positionne ? Je pense que je suis plutôt proche de cinéaste. J'ai quand même beaucoup aimé le film. Après, je trouvais ton point juste sur la froideur. J'étais en train d'y réfléchir, mais je me disais que en soi, derrière cette froideur, il y a aussi l'aspect dureté du contexte, de la guerre, où tous les personnages sont froids, durs. Et en fait, le dernier berceau d'humanité, sans mauvais jeu de mots, c'est le bébé, quoi. Et du coup, c'est elle qui humanise un peu les personnages, qui leur donne des touches d'humanité, que ce soit la bûcheronne au départ, puis le bûcheron, puis le personnage de Donny Podalides, etc. Mais que du coup, l'humanité arrive par touches. Et je trouve ça intéressant, subtil, parce que je me dis que dans un contexte comme ça, en effet, j'imagine que le film se passe en Pologne, en fait, et que en Pologne, à ce moment-là, le contexte devait être très lourd, très dur et très, très inhumain. Après, sur l'animation, je la trouve assez belle. J'étais assez d'accord sur l'aspect très matérialité des choses, la neige avec le son qu'on ressent bien. Après, je trouve que c'est pas l'animation la plus sophistiquée, c'est-à-dire qu'elle est quand même assez simpliste, mais c'est pas forcément un problème, hein. Preuve en est Samuel, mais voilà, mais je voulais juste le souligner. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est la musique, mais j'ai parfois un peu de mal avec la musique d'Alexandre Desplat qui compose pour le film. Je trouve qu'elle est parfois un peu hors ton. Je vais le dire de manière assez caricaturale, mais parfois je trouve qu'elle est un peu à la lisière d'être la musique pour un Disney, dans un film quand même sur la Shoah. Et en fait, la seule musique qui me touche est pas faite par Alexandre Desplat, mais c'est la scène que tu mentionnais avec le mari et la femme qui se quittent en descendant du train, et c'est une musique juive qui est passée en fond, qui m'a vraiment bouleversé et que j'ai trouvé magnifique. Donc voilà, je trouvais que ça c'était un peu le meilleur moment. Et après, le dernier point que je voulais aborder avec vous, par contre, où je suis un peu plus mitigé sur le film et où je me pose des questions, c'est un peu qui est la cible de ce film, pour qui doit regarder ce film. C'est-à-dire qu'il y a un aspect conte qui pourrait dire c'est plutôt pour les enfants, mais il y a certaines scènes qui sont tellement dures et il y a une violence dans le film qui est tellement forte que je me dis c'est pas non plus pour les enfants. Et du coup, je voulais un peu avoir ce truc avec vous, mais de me dire, mais en fait, qui est vraiment la cible derrière ce film, quoi, qui a vocation à regarder ce film-là, quoi. Moi, je trouve qu'il peut y avoir deux lectures, en fait. Enfin, je trouve que tu peux avoir une lecture quand t'es enfant et pas tout comprendre. Je trouve qu'il y a quand même plein de contes et plein d'histoires d'enfants où il y a des choses qui sont assez tristes qui se passent, et avec ta lecture d'adulte, tu trouves ça bouleversant, et je pense qu'un enfant a une lecture un peu différente des choses. Et après, je trouve que quand t'es adulte, aborder la Shoah dans un truc pas du tout... je trouve que la Shoah, c'est un thème qui est très, très souvent abordé, et souvent de manière hyper dure, avec un nombre de victimes, un truc très spectaculaire, et que le fait de raconter cette histoire dans un truc individuel d'une famille, du sort d'une famille, ça rendait le truc très bouleversant, même en tant qu'adulte, en fait. J'ai pas eu l'impression d'aller voir un film pour enfants, quoi. Ouais, moi je trouve qu'il y a souvent ça dans les films d'animation que je vois, c'est une double interprétation et justement un truc qui peut plaire à la fois aux enfants et aux adultes, c'est-à-dire les enfants ils vont pas tout comprendre, et en même temps ils vont quand même aimer parce que ça va quand même les toucher, même si ils comprennent pas tout. Et donc je trouve que souvent moi je ressens ça dans les films d'animation que je vois. Mais c'est vrai que là, moi, je trouve que ta question est pertinente, Walid, parce qu'en plus, ça me fait penser à ça, parce que l'autre fois, on a regardé avec Gas Princesse Mononoke. J'allais dire pareil, genre j'allais te parler de Miyazaki. Et je me disais, ce que je trouve fou, c'est que c'est vrai que ça s'adresse hyper bien à un public d'adultes, mais en même temps, un enfant peut complètement saisir l'info et le traiter d'une certaine manière. Là où je trouve que, pour le coup, je me dis qu'un film comme celui-ci, je suis pas parent, mais je pense que j'aurais pas emmené mes enfants. Parce que je trouve ça trop abrupt, trop... pour moi, c'est vraiment... je me dis que ça s'adresse aux adultes pour reparler de quelque chose d'extrêmement violent avec
une douceur et une naïveté peut-être dont les gens ont besoin pour traiter le sujet différemment, puisqu'il a aussi été beaucoup traité. Mais pour les enfants, je pense que moi, j'aurais du mal. Ouais, moi je suis assez d'accord parce que ce que vous mentionnez, je trouve que c'est des sous-textes que les parents, quand ils vont emmener les enfants, peuvent interpréter. Là, dans le film, c'est des images directes qui sont plus adressées à des adultes. Enfin, les dessins arrêtés là, des camps de concentration, j'aurais vu ça gamin, j'aurais fait des cauchemars pour le restant de mes jours. Et bon, la violence avec les fusils passe encore, mais ces scènes-là dans les camps, je sais pas forcément que j'aborderais le sujet de cette manière-là avec un enfant. Je comprends, mais par exemple, dans les films de Miyazaki, je sais pas si vous voyez Le Voyage de Chihiro, je trouve que le moment où elle arrive dans le centre commercial et qu'elle voit ses parents se transformer en cochons et qu'après ils disparaissent, c'est une scène qui m'a marquée très jeune. Et après, j'ai eu beaucoup de mal à revoir les films de Miyazaki. Je pense que quand t'es enfant, tu peux être touché et marqué par des choses qui peuvent être un peu différentes de quand t'es adulte et que tu mets la signification à des endroits différents. Ouais, surtout que tu les vis pas de la même façon et qu'en fait, tu sais pas quand t'es enfant les réelles conséquences qu'a eu cette Shoah et tout ça. Mais après, tu parlais d'aborder, et je suis d'accord que c'est pas c'est peut-être pas la bonne façon d'aborder la Shoah. Pour autant, je trouve que c'est pour moi une bonne façon de montrer via l'art ce qui a été et ce qu'il faut se souvenir de cet épisode. Et donc, moi, je trouve que ça peut être montré aux enfants, mais pas effectivement pour l'aborder, mais pour montrer, quoi. Enfin, du coup, pas en premier, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais comprends. dire. Hein, ouais, avec beaucoup de contexte avant. Ouais. Voilà. Moi, je voulais juste souligner le travail des doubleurs et doubleuses, Grégory Gadebois, Dominique Blanc, Denis Podalides et Jean-Louis Trintignant à la narration. Je trouve que toutes les voix sont vraiment géniales. C'est pas tout le temps le cas quand c'est des acteurs de cinéma qui font le doublage et pas des doubleurs professionnels. Et là, je voulais souligner que c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Et Michel Azafanisus qui arrive quand même à faire des films très différents quand même. Moi, j'ai trouvé ça... Et pourtant, moi, j'aime pas le reste de Michel Hazanavicius. Donc là, OSS Eh oui, je vous le dis, je l'annonce. Peut-être qu'il y a des gens qui vont arrêter d'écouter ce podcast. Mais après, je dis pas que j'aime pas, mais je suis pas super fan. Et ben voilà pour la plus précieuse des marchandises. Et maintenant, on enchaîne sur un autre film, un beau film, En fanfare, d'Emmanuel Courcol. Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Thibaut est un chef d'orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu'il apprend qu'il a été adopté, il découvre l'existence d'un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence, tout les sépare, sauf l'amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l'injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d'une autre vie. Alors, je vais le dire de but en blanc, mais j'ai beaucoup aimé En fanfare, vraiment beaucoup aimé. Pourtant, j'y allais vraiment à reculons, mais à grands pas, parce que je trouve que dans les films français, enfin pas que français d'ailleurs, je dis des bêtises, il y a tout un genre de films sociaux comme ça, où on va avoir une confrontation, soit d'un riche, soit d'un pauvre, soit d'un riche avec un gars de banlieue, etc., qui vont souvent être très clichés, donner des messages de oui, les injustices du capitalisme, du libéralisme peuvent être réglées avec de l'humanité, de la solidarité. Et donc du coup je me disais est-ce que ce film là ça va être pareil avec Benjamin Laverne qui joue le riche et Pierre Lotin qui joue le prolétaire? Et pas du tout. Le film est beaucoup plus fin que ça et c'est sa grosse force, c'est l'écriture. Je vais évacuer un défaut du film qui pour moi fonctionne pas et puis basta, c'est la réalisation. Je trouve que en termes de mise en scène il se passe pas grand chose, il n'y a pas vraiment de parti pris de mise en scène fort de la part d'Emmanuel Courcol, donc voilà, ça c'est un peu le défaut. Mais au-delà de ça par contre je trouve les acteurs Benjamin Laverne et Pierre Lotin incroyables, genre vraiment c'est deux performances que j'adore et c'est deux acteurs que j'adore, donc là vraiment je les trouve géniaux. Je trouve que le sujet il est abordé d'une manière
hyper fine, il n'y a pas de misérabilisme, mais pourtant il y a quand même un réalisme, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous prétendre que l'arrivée de Benjamin Laverne dans la vie de Pierre Lotin peut changer sa destinée. Non, en fait, les injustices du capitalisme, la dureté, le déterminisme social, ça ne s'efface pas comme ça, et donc ils vont rester tout du long du film, mais le sujet c'est qu'est-ce que, au-delà de ça, il va rester comme humanité, et qu'est-ce qu'on va quand même pouvoir ne faire vivre comme de beau. Donc par ça, au-delà de ça, pour moi c'est la dernière scène qui du coup tout du long du film, dans un scénario quand même qui est très dense, par contre ça c'est peut-être un petit peu défaut aussi, on nous dit voilà, tout ce qu'on a créé comme espoir, qu'on a échafaudé n'a pas fonctionné, mais on va quand même vous donner un moment de beauté incroyable et d'humanité géniale, et au terme de ce chemin hyper complexe de déception, de redescente, etc., de réalisme, là, cette fois, je l'ai vraiment chéri du plus profond de mon cœur, et j'ai été hyper ému devant la dernière scène du film parce que c'était hyper réaliste et hyper fin, hyper bien écrit, et j'étais pas en mode c'est un miracle ce qui est en train de se passer et c'est de la science-fiction qu'on est en train de me faire prétendre, et donc c'est ça qui fonctionne hyper bien, et donc je remercie ce film parce que vraiment aborder cette question-là, cette thématique-là, c'est hyper casse-gueule, et je trouve qu'il s'en sort avec brio. Contrairement au film Le Brio, qui est très mauvais. Ah ouais, ça vous inspire. Moi, j'y vais. Je vais pas redire ce que tu as dit parce que je trouve que tu as entièrement raison. J'ai des petits points négatifs, du coup, sur lesquels je vais un peu m'étendre. Je trouve que la première chose, c'est qu'il y a un manque de... Enfin, il y a un rythme qui est hyper étrange dans le film. Ça va hyper vite, c'est-à-dire que la question de sa leucémie est quand même réglée au bout de la 8e minute du film et revient au bout de 1h20 comme un cheveu sur la soupe. Mais toi, aujourd'hui, les spoilers, c'est genre... Non, mais là, il fallait le faire, celui-là. C'est-à-dire, non mais en fait je veux dire, tu te dis même pas que c'est un spoil, excuse-moi, parce qu'en fait le sujet de la leucémie n'est plus un sujet au bout des 10 premières minutes. Oui, enfin son retour est un spoil. Alors je suis d'accord, mais moi j'ai mis 3 bonnes minutes à comprendre que ce n'était pas une blague, qu'il était qu'il était en train de tomber dans l'eau, qu'il était retombé et qu'il allait mourir. Enfin, je t'ai regardé quand même éberlué, quoi. J'étais en mode, attends, j'ai loupé une étape. Moi, je me disais, il va lui dire c'est une blague. Mais complètement. C'est-à-dire que vraiment, ça sort de nulle part. Et je trouve que, en fait, si tu veux faire un spoil pareil et que tu veux faire un plot twist en mode Shyamalan, il faut que tu laisses des petits éléments, des petits détails de genre ça va pas trop, et qu'en fait, tu sois un peu plus préparé, parce que, bon, voilà, je m'y attendais pas du tout. Et voilà, donc gros problème sur ça. Et deuxième truc, mais sinon, j'ai adoré. Et la dernière scène, j'étais hyper bouleversée. Enfin, je tiens vraiment à le souligner parce que j'avoue que l'émotion était vraiment hyper présente, quoi, sur la dernière scène, et c'était très beau. Alors, moi j'ai bien aimé, mais j'avais entendu vraiment des bonnes critiques, je pensais vraiment que j'allais adorer, et j'ai juste bien aimé pour... la principale raison, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'intrigues. En fait, il y a trop de sujets qui sont traités. En fait, au début, il y a la maladie, il y a la famille, il y a la vague de licenciement. Non, mais parce qu'on oublie d'en parler de la vague de licenciement. Totalement raison, oui. Et en fait, j'étais en mode... Ça aurait pu tellement bien tenir sur moi que je trouvais ça trop. Je me faisais un peu... Franchement, j'étais un peu oppressée. Et malgré qu'il y avait des éléments que j'adore, je trouvais que... moi, Pierre Lotin, je suis en train de devenir complètement fan. Vraiment, je trouve qu'il est très bon, il est très touchant. Donc, il y a eu ça, cette accumulation d'intrigues qui m'a un peu énervée. Et merci Snéha du spoil, parce qu'en fait, moi, à la fin, je me disais, mais à quoi bon qu'il ne soit pas soigné. En fait, qu'est-ce que ça apporte au film, à part une nouvelle dose de misérabilisme qui, en fait, il n'y en avait pas besoin. Et donc, à la fin, quand tu le vois à son concert, complètement transpirant, ouais, bon, j'ai trouvé ça un peu too much. Et mon dernier point noir, c'est que je trouve qu'à chaque fois qu'on fait un film de musique classique qui se veut un peu pour un grand public, il faut que ça soit le boléro. Et je trouve ça un peu lourd. J'ai l'impression d'être hyper négative ce soir. Mais vraiment, j'étais en mode, non, ça va être autre chose cette fois. Ça va pas être le boléro. Et forcément, c'était le boléro. Voilà. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, Nina, qu'il y a beaucoup de choses, sans doute trop. Moi, ce que je retiens, c'est plus la tranche... Enfin, c'est que j'ai plus rigolé qu'été ému.
Pendant le film, au milieu, je rigole bien et je passe un bon moment. Et à la fin, là où il y a un peu plus d'émotion, j'aime moins. La dernière scène, c'est pas mal, je trouve ça pas mal. Mais j'ai manqué un peu d'émotion. Je trouvais ça cool, la scène musicale, parce que j'aimerais bien y aller un jour. Donc, voilà. Mais du coup, ouais, j'ai pas vraiment été transporté dans les émotions, plus dans le milieu du film où on rigole bien. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Pareil, Pierre Lotin, voilà, je tenais à le souligner, parce que lui, c'est peut-être le seul qui me touchait, mais aussi qui me faisait rire. Donc voilà, je trouve que moi, je suis content d'avoir vu ce film pour Pierre Lotin, parce que franchement, je l'aime bien, quoi. Moi, j'aime bien Benjamin Laverne aussi, et je trouve qu'il lui donne une dose un peu d'insupportable de monsieur qui va tout apprendre à tout le monde et qui est un peu condescendant et qui est assez bien écrit quand même. J'ai l'impression qu'il imagine un peu comme ça dans la vie, en fait. Ouais, et puis je trouve que c'est un contre-pied avec tous les films sociaux où le riche vient prendre sous son aile un prolétaire et lui changer sa vie, l'aider, etc. Genre là, toutes les tentatives de Benjamin Laverne échouent lamentablement et parfois même ont empiré la situation parce qu'elles ont créé un espoir chez le personnage de Pierre Lotin qui est déçu derrière et qui est ramené à la réalité, et parce qu'en fait les deux sont hors sol. Ça, je suis hyper d'accord. La scène où il fait le concours de trombone, elle est trop bien, parce qu'en fait... Génial. Dans les restes des films, il est pris, en fait. Et voilà. Ouais. Et là, c'est la finesse d'écriture de dire, bah non, en fait, il a 15 ans de retard face à des petits bourgeois qui ont été encadrés, qu'on a aidés toute leur vie pour faire les meilleurs conservatoires. Bah non, en fait, il va pas rattraper le retard, même s'il a du talent au départ. Il a l'oreille absolue, il a des prédispositions, et ça, je trouve ça génial, la comparaison entre le personnage les parcours du personnage de Benjamin Laverne et de Pierre Lotin, qui ont les mêmes prédispositions pour la musique, c'est-à-dire que les deux sont des doués naturellement, mais sauf que le contexte social dans lequel ils ont grandi, bah du coup, a créé un fossé qui peut plus être rattrapé. Et ça, je trouve ça c'est dur comme constat, mais je trouve ça hyper intéressant et juste, quoi. Bon, vous voyez, on est un peu divisé sur le film. Enfin, en fait, on a été divisé un peu toute la soirée sur les différents films. Donc, on va vous laisser les voir et vous faire votre avis et vous positionner. Puis nous laisser en commentaire votre avis. On a tellement de commentaires à lire. On aura grand plaisir à lire les vôtres maintenant. Et ben, merci à tous et à toutes d'avoir écouté. Si vous en voulez un petit peu plus, et ben, il y a un bonus qui va parler de nos top séries de l'année. Cette fois, on casse la règle et on parle de séries.